C'était un événement exceptionnel du point de vue climatique, le plus fort cyclone enregistré depuis 1934 avec des vents dépassant 220 km/h, mais il s'est abattu sur un territoire tout spécialement vulnérable tant l'habitat y est précaire. Pour nous expliquer, Mégane Osoda est venue en studio ce matin. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie, spécialiste du logement dans l'archipel mahorais. Un mot de la situation générale. On a entendu au journal le chiffre de 14 morts, mais peut-être des centaines, un millier, voire des milliers, dit le préfet. Comment expliquer un bilan si extensif ? Alors aujourd'hui, le bilan qui a été fait par le préfet, il correspond en fait aux personnes qui ont été recensées par l'hôpital. C'est une information très parcellaire parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication sont toujours coupés. On n'a pas de réseau pour une grande partie de l'île. L'électricité est toujours coupée. Et puis surtout, les routes sont encombrées ou endommagées. Donc il faut d'abord les dégager pour pouvoir accéder au territoire et effectuer un recensement plus précis. Le bilan, il risque d'être lourd parce que, au-delà des dégâts matériels très lourds qu'il y a eu sur l'habitat en dur et sur les bâtiments publics, l'ensemble de l'habitat précaire a été détruit, ce qui représentait 40% des logements à Mayotte, et on estimait qu'il vivaient 100 000 personnes. 100 000 personnes, donc sur les 320 000 qui peuplent l'archipel. Alors, il paraît évidemment difficile pour les services de l'État de mettre à l'abri en moins de 48 heures ces 100 000 personnes dans les 71 centres d'hébergement. Ce qu'il faut que vous nous expliquiez, Mégane Osoda, c'est d'où viennent ces bidonvilles, comment ils ont prospéré. Si on remonte aux années 80, en 1976, la population mahoraise vote par référendum son maintien dans la République française et non son rattachement aux Comores voisines. À quoi ressemble l'habitat alors ? En fait, à la fin des années 70, la quasi-totalité de l'habitat à Mayotte est de l'habitat construit en matériaux fragiles, donc surtout de la terre et des fibres végétales. Et à la fin des années 70, l'État va lancer une grande politique de résorption de l'habitat précaire avec l'idée de remplacer ces logements par des logements en dur. C'est ce qu'on va appeler la politique de la case SIM, du nom de la Société immobilière de Mayotte. Et c'est une politique qui va plutôt bien fonctionner. On va avoir 18 000 cases SIM livrées en 30 ans, ce qui va faire baisser la part de l'habitat précaire sur le territoire. On va avoir aussi de la construction privée qui va se développer. Et puis, en fait, dans les années 90, l'habitat précaire va changer de forme. La tôle va progressivement remplacer les matériaux végétaux et la terre. Et puis, va changer aussi de localisation puisque, finalement, l'habitat précaire va se concentrer sur les périphéries des noyaux villageois centraux, donc surtout sur des collines qui sont sujettes à des aléas puisqu'on a des pentes importantes et donc un risque de glissement de terrain souvent. Vous l'avez dit, l'habitat précaire change de forme, il passe en tôle, c'est ce qu'on appelle les bangas, je crois, à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement ces bidonvilles ? Alors, les bidonvilles n'étaient pas tous similaires à Mayotte. Chacun avait leur historicité propre et puis leur antériorité propre. Et c'est important parce que plus un bidonville est récent, plus les conditions de vie sont difficiles. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Donc, c'est des quartiers où les logements sont surtout construits en tôle, on le disait, donc avec des façades et des toits en tôle, parfois avec des fondations en béton, avec des logements qui sont organisés autour de petits cheminements. Et puis dans ces cheminements, ce qu'on peut voir, c'est souvent des réseaux qui sont en fait des branchements informels qui permettent à une partie de la population de ces quartiers d'avoir accès à l'eau, à l'électricité. Dans ces quartiers, on trouve aussi des petits espaces publics, des placettes, des mosquées, des petits commerces. Il n'y a pas que de l'habitat. Ce qu'on peut dire également, c'est que ce sont des quartiers qui abritaient des populations assez hétérogènes du point de vue administratif. On avait une partie des habitants qui étaient français ou en situation étrangère, en situation régulière et pas uniquement en situation irrégulière. Et cela, c'est dû à la rareté du foncier qui est vraiment une des caractéristiques propres de l'île, Oui, enfin de l'archipel. oui, complètement. On a la moitié de l'île qui est sujette à des aléas forts, une pression démographique énorme, donc une pression foncière très, très importante. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant le passage du cyclone, il y avait déjà des destructions de ces habitations dans les bidonvilles, mais c'était une politique publique. Alors, depuis la loi Élan sur le logement de 2018, le préfet est autorisé, sans décision du juge, à détruire l'habitat indigne contre une solution proposée aux habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces solutions proposées ? Alors, le préfet n'a l'obligation de ne proposer qu'une solution d'hébergement ou de relogement. Donc, en fait, il faut distinguer ces deux choses. L'hébergement, ça constitue un dispositif temporaire qui va de quelques semaines au maximum 6 mois à Mayotte. Et généralement, c'est
propositions d'hébergement, elles sont situées dans des logements qui sont en diffus, donc en fait qui sont dans des logements privés un peu partout sur l'île. Donc finalement, quand le quand le préfet démolit un quartier, il en a démoli 35 depuis 2020, ce qui représente à peu près 12 000 personnes, donc c'est conséquent. Finalement, les propositions qui sont adressées aux familles, elles sont souvent refusées parce qu'elles sont situées à distance du quartier démoli et donc elles entraînent un risque de rupture de la scolarité des enfants. Donc la plupart du temps, les familles se débrouillent par leurs propres moyens. Puis c'est des solutions très éphémères. Si vous nous dites que, en fait, on propose pas tant du logement que de l'hébergement, est-ce qu'on sait le ratio d'ailleurs, logement-hébergement? Alors, on n'a pas de chiffre exact, mais le relogement ne concerne qu'une infime partie de la population, notamment parce que la population n'a pas accès au logement social, parce qu'il y a très peu de logement social à Mayotte, et parce que, au-delà des personnes qui sont en situation irrégulière, on a des personnes en situation régulière qui sont trop pauvres pour avoir accès au logement social, avec des loyers qui sont trop chers pour ces populations-là. Donc on est surtout sur des solutions d'hébergement, donc d'urgence, donc des solutions très précaires. Vous avez dit quelques semaines à 6 mois, c'est pas forcément une solution durable. Début décembre, juste avant le passage du cyclone, l'État avait lancé, le préfet, une très grosse opération de destruction, 400 logements, des milliers de personnes à reloger. Est-ce qu'on sait où elles ont été accueillies? Et puis surtout, pour l'avenir, Morgane Hosoda, qu'est-ce qui attend, Mégane, pardon, les milliers de personnes qui n'auront pas péri mais seront sans logement? Alors pour l'opération qui a eu lieu début décembre, on a une partie de la population on a 20 familles qui ont été hébergées dans des logements construits à proximité des quartiers par la commune. Pour le reste des familles, donc on avait à peu près 460 familles a priori dans ce bidonville. Donc une infime partie a accédé aux places d'hébergement proposées par l'État, et puis le reste s'est débrouillé en activant des réseaux familiaux, et puis surtout on suppose qu'ils sont allés grossir les rangs de quartiers d'habitat précaire situés à proximité. Pour les milliers de personnes qui ont été délogées par le cyclone, la question du relogement, elle est majeure, elle est centrale. C'est une vraie difficulté. À court terme, le ministre Bruno Retailleau parlait de solutions de camps. Et en fait, on voit aussi que les centres d'hébergement qui ont été ouverts par le préfet avant le cyclone sont toujours investis et continuent massivement de l'être. On peut supposer qu'à moyen terme, il va falloir penser à une refonte de la politique du logement à Mayotte pour ne plus laisser au bord de la route des milliers de personnes et que cette situation puisse se reproduire à nouveau. Merci beaucoup, Mégane Hosoda, et c'est à vous, Guillaume Erner, pour la suite des matins.